Fini les théories abstraites. Ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est une analyse directe, très ancrée sur le terrain et surtout scientifiquement fondée, de la situation de nos écosystèmes. En adoptant vraiment la lunette du biologiste, notre but est clair. D'abord, poser un vrai diagnostic clinique sur les vulnérabilités écologiques de la Tunisie face aux bouleversements climatiques, et ensuite, et c'est le plus important, prescrire des traitements structurels concrets pour orienter nos politiques publiques. 28%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la baisse vertigineuse qui est projetée pour nos nappes phréatiques littorales et nos aquifères non renouvelables d'ici 2030, ici même en Tunisie. C'est littéralement un changement fondamental de notre réalité climatique. Face à ça, on ne peut plus se contenter de regarder le paysage s'assécher. Il faut une intervention immédiate pour adapter nos écosystèmes afin qu'ils puissent encaisser ce choc hydrique massif. Voici donc comment on va structurer ce briefing. 1. Le diagnostic écologique. 2. La vulnérabilité et les forêts mosaïques. 3. Les ripisylves et les zones humides. 4. Le suivi des bioindicateurs. 5. Le cadre institutionnel. Et enfin, notre plan d'action stratégique. Commençons tout de suite par notre première étape, le diagnostic écologique, pour bien comprendre l'évolution de base de notre climat et de nos terrains. Parce que pour soigner un écosystème, il faut d'abord prendre sa température. Prenons nos milieux montagneux par exemple. Attention, ce ne sont pas juste de lointaines réserves isolées sur une carte. Ils couvrent 2 millions d'hectares et soutiennent économiquement 15% de la population tunisienne. C'est énorme! Ce sont à la fois des pôles vitaux pour l'agriculture d'altitude, mais aussi nos véritables châteaux d'eau naturels. Et aujourd'hui, ils sont en première ligne face au choc climatique. Maintenant, si l'on descend vers des régions un peu plus arides, le danger change de visage. Le mode de pâturage extensif traditionnel, qu'on maintient souvent sans trop tenir compte de ce que la terre peut réellement produire, combiné à des sécheresses qui n'en finissent plus, eh bien ça crée un cocktail absolument destructeur. Le piétinement intense et régulier du bétail dégrade la terre à une vitesse folle, la végétation disparaît et cela ouvre une voie royale à l'ensablement. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on observe déjà de plein fouet dans des zones comme Menzel Labib. Ce qui nous amène à notre deuxième axe, la vulnérabilité de nos espaces et l'urgence absolue de passer aux forêts mosaïques. Si le sud s'ensable, le nord, lui, s'embrase. Imaginons un instant une maison qui serait entièrement construite avec des allumettes identiques et bien sèches. La moindre petite étincelle et tout part en fumée en quelques secondes, n'est-ce pas? C'est exactement le problème de nos plantations homogènes actuelles, qui sont très souvent constituées d'une seule et unique espèce de pin. Elles sont d'une vulnérabilité extrême face au feu. La prescription biologique est donc sans appel. Il faut impérativement passer à un reboisement en mosaïque. En mélangeant les espèces, on crée des ruptures naturelles, de vrais coupe-feux biologiques, ce qui rend la forêt infiniment plus robuste. Passons au troisième point, la protection des organes vitaux de notre écosystème, avec un focus sur les ripisylves et les zones humides. Les milieux aquatiques, ce sont vraiment les amortisseurs naturels de notre territoire. Ils encaissent les chocs. Et là, il faut s'arrêter sur un terme technique fascinant, la ripisylve. Ce mot désigne cette végétation très spécifique, comme les aulnes, les frênes ou les saules, qui poussent le long de nos rivières et de nos oueds. Quand on coupe ces arbres, on détruit littéralement l'armature des berges. Le résultat ? Une érosion massive qui vient envaser et boucher nos barrages. Et ça, c'est un coût financier exorbitant pour le pays. Et il en a exactement de même pour les zones humides. Ce ne sont pas juste de jolis décors pour les oiseaux migrateurs. Elles ont un rôle de sécurité publique. Ce sont d'immenses éponges capables d'absorber les surplus d'eau et de freiner les inondations, particulièrement près des villes. Le vrai drame, c'est qu'elles disparaissent, souvent drainées pour construire ou cultiver. Sachant que notre dernier grand inventaire remonte aux années 90, il est plus que temps de mettre tout cela à jour et de lancer des réhabilitations d'urgence. Quatrième étape de notre analyse, le suivi des bioindicateurs, ou comment utiliser la biologie pour mesurer l'impact du climat. Alors, comment savoir si le climat déraille concrètement sur le terrain? Eh bien, on écoute la nature. Certaines espèces sont de véritables instruments de mesure vivants. Prenez les amphibiens. Ils réagissent au quart de tour à la moindre petite pénurie d'eau. Ensuite, en observant simplement le calendrier de migration ou de reproduction des cigognes et des hirondelles, on obtient des preuves visuelles directes du décalage des saisons. Quant aux fougères, elles agissent comme des marqueurs visuels, nous montrant comment la végétation se déplace, presque mètre par mètre, pour fuir la sécheresse. C'est un tableau de bord naturel qu'on doit absolument intégrer dans la gestion de nos aires protégées. On arrive à notre cinquième point, le cadre institutionnel et l'infrastructure politique nécessaire pour porter cette résilience. Parce que la science, c'est bien beau, mais pour administrer ces traitements écologiques à grande échelle, il faut une vraie mécanique politique. La bonne nouvelle, c'est que la Tunisie dispose d'outils solides. Depuis 1996, on s'appuie sur le Comité national sur les changements climatiques. Le CNCC,
C'est une véritable force de frappe qui regroupe l'environnement, l'énergie, l'ANP, l'APAL, la direction des forêts, la météo. C'est exactement cette instance intersectorielle qui a le poids nécessaire pour imposer ces nouveaux modèles de gestion sur l'ensemble du territoire. Et enfin, la 6e et dernière partie de ce briefing, notre plan d'action stratégique avec les mesures concrètes. Le diagnostic est clinique et les instances sont prêtes. Alors on fait quoi? On peut résumer ça en 4 étapes incontournables. 1. On arrête avec les monocultures suicidaires et on exige par la loi des reboisements en mosaïque. 2. On déploie systématiquement ce fameux réseau de bioindicateurs pour ne plus naviguer à l'aveugle. 3. On lance un vaste programme de réhabilitation des zones humides et des ripisylves, pas juste pour faire joli, mais pour sécuriser nos infrastructures civiles contre les inondations. Et 4. On utilise le CNCC à son plein potentiel pour verrouiller des partenariats institutionnels forts, surtout pour nos montagnes qui sont tellement vulnérables. Bref, voici la question centrale qui se pose aujourd'hui à chaque décideur public. Face à l'assèchement inéluctable et à la menace des flammes qui planent chaque été, on ne peut plus se permettre de faire le strict minimum. Va-t-on s'entêter à planter des arbres de manière isolée, homogène, juste par vieille habitude, ou a-t-on le courage d'utiliser la vraie science biologique pour reconstruire une mosaïque écologique, complexe, foisonnante et surtout robuste face au climat de demain? Voilà le véritable test de notre capacité d'adaptation. Mettre ça en place dès aujourd'hui, ce n'est plus un luxe écologique, c'est carrément une question de survie nationale.